Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Deux choses. Déjà je sors une vidéo un mois après la précédente, ce qui porte à croire que j'arrive à tenir la résolution que je m'étais fixée à la rentrée, c'est-à-dire de tenir une fréquence de 4 x 10 puissance moins 7 Hz. Environ. À voir si ça va tenir tout ça. Ensuite, pour cette vidéo, j'hésitais à revenir dans mes contrées d'origine, à savoir la vulgarisation technique pure et dure. Plus facile à faire car moins polémique que des sujets de société. J'ai des trucs dans les cartons mais j'ai décidé de ne pas encore vous les sortir. Ça manque de finition. Du coup aujourd'hui est un grand jour car nous allons parler du piratage d'objets. Sujet qui ne manque pas d'articles sur internet et d'analyses plus ou moins pertinentes. Oh et j'ai fait un nouveau générique aussi. On désigne par piratage le fait de copier quelque chose, en partie ou en totalité, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'ayant droit légal. Vous avez sans doute expérimenté la forme la plus classique du piratage contemporain, à savoir pirater les jeux, la musique ou les films. Allez, c'est pas la peine de faire l'innocent comme ça, on est entre grandes personnes ici. Prenons maintenant un exemple. Luc, étudiant plein d'avenir et enfant de parents ayant un petit business dans un site d'images libre de droit, va aménager pour ses études à Lyon pour la rentrée de 2020. Il trouve un appart à seulement 750 € par mois pour 20 mètres carrés, quartier de la Guillotière. Son appart n'est pas meublé, il est vide. Il décide donc d'aller dans l'enseigne suédoise la plus proche pour remplir tout ça avec des tables à 5 €, parce que tout étudiant se doit d'avoir la sienne. Ou alors un rouleau de câble vide, ou un meuble moche en palette. Bref, il se prépare à y aller, quand tout à coup, son colocataire... Bien sûr qu'il a un coloc, vous pensez qu'il allait sortir 750 balles par mois comme ça? Son colocataire lui dit « Eh, mais t'embête pas, j'ai téléchargé un kit étudiant complet. » « Ah ouais ?» répond Luc d'un air enjoué. « Ben ouais, on imprime tout ça avec mon imprimante 3D et le tour est joué. Regarde ce que tu veux dans le catalogue et je m'en charge. » Luc, ayant des bons principes, pose la question. « Mais c'est pas très légal tout ça ?» demande-t-il. Sans trop de conviction, parce que bon, faire des économies ne serait pas de trop, surtout avec le prix du loyer. « On s'en fout !» répond le colocataire. Et puis, avec le pognon que se fait l'industrie suédoise sur notre dos, c'est pas 3 meubles et de la vaisselle en moins qui va faire la différence. Voilà, ça c'est le scénario envisagé par pas mal d'articles sur le web. Bon, c'est pas dit exactement comme ça, mais c'est l'idée. Je vois déjà le regard amusé de ceux qui ont déjà touché à une imprimante 3D. Vous savez très bien où je veux en venir. Nos deux acolytes vont devoir imprimer un appart complet. Meubles, vaisselle, télévision, électroménager, lit, matelas du lit, et bien entendu, cette putain de table à 5 €... Attendez. Ils ont changé le prix. Ils ont changé le prix, les salauds. Sachant qu'à l'heure actuelle, imprimer un cube de 50 mm par 50 mm en vitesse maximale avec la résolution la plus basse demande environ 2 heures, même si l'impression 3D obéit à une sorte de loi de Moore qui voudrait qu'elles aillent de plus en plus vite, il faudrait des semaines d'impression pour imprimer un appartement complet, en admettant que tout se passe bien, ce qui est rare en impression 3D. Luc et son colocataire sont partis pour camper dans leur appartement pour un bon moment. Bon là, ok, j'ai pris un exemple un petit peu extrême. Donc on va devoir corriger le tir. Pour rester dans le domaine du plausible en impression 3D, il faudrait déjà éliminer la totalité des appareils ayant des parties électroniques. On peut aussi éliminer le verre, les matériaux spécifiques comme l'isolant des frigos, le gaz des circuits de refroidissement ou encore le matelas. On peut garder éventuellement les appareils mécaniques simples, les objets d'un bloc comme la vaisselle. Par contre, les gros objets comme les meubles sont difficilement imprimables car la machine sera forcément petite. Parce que même si c'est pas cher, je vois pas comment on peut caser une imprimante 3D de 3 ou 4 mètres cubes dans 20 mètres carrés. On peut constater qu'il ne reste pas grand chose de vraiment imprimable. Des objets usuels, simples, ou de la déco. Je précise pour que ça soit clair, je parle de capacité d'imprimante 3D grand public, pas d'impression 3D industrielle aux possibilités plus élargies. Bon alors, première question, est-ce que ça vaut le coup ? Une imprimante 3D de qualité et facile d'utilisation coûte entre 1000 et 2000 €. Avec ça, il faut compter la matière première, le plastique ou autre, plus le temps de fabrication. Bon, combien ça vaut une assiette dans le commerce ? 1,50 €? 3 €? C'est à peu près le coût de la matière première en impression 3D, non ? Oui, mais si tout le monde a une imprimante 3D, le prix de la matière va baisser, non ? Et tu crois que l'industrie va pas en profiter pour faire baisser ses coûts de production ? Je vous présente la Super Mega X3000+, une imprimante 3D industrielle de 4 tonnes, capable de produire 300 fois plus vite que n'importe quelle machine de grand public,
avec une précision accrue, et on peut vous fournir de la matière première à la tonne, pour un coût de 80% inférieur au prix du grand public, vu que vous avez une grosse consommation. Elle remplace une chaîne de production entière, diminuant de 60% la masse salariale, ce qui vous fera d'importantes économies. Non, non, moi je n'en veux pas. Moi j'aime payer des salariés. Et je revendique la fabrication à l'ancienne, à la presse à injection, comme dans les années 2010. C'est la marque de l'artisanat, monsieur. Mais vous avez délocalisé en Chine. Cette imprimante pourrait être installée près de vos lieux de vente, évitant les frais de transport. J'en veux pas. J'ai dit que j'en voulais pas, alors j'en veux pas. Si on peut produire un objet pour pas cher, l'industrie pourra produire cet objet pour encore moins cher. Ils vont pas se priver d'une nouvelle technologie révolutionnaire. Voyons maintenant deux autres hypothèses. Le premier point est exploré par Jeremy Rifkin dans son livre La nouvelle société du coût marginal zéro. J'ai mis la référence dans la description, mais personnellement je ne l'ai pas encore lu. J'ai juste lu des résumés. Grosso modo, les nouvelles technologies de fabrication, l'imprimante 3D en tête, va permettre à terme de pouvoir copier un objet pour un coût complètement négligeable. Exactement comme à l'heure actuelle, on peut dupliquer un fichier numérique pour un coût absolument infime. Dans le livre, Rifkin parle de tout un tas de choses, ici je me concentre uniquement sur l'aspect piratage. Dans cette hypothèse, le coût d'impression 3D d'une assiette passerait de 3 € à disons 3 centimes. Bon, mais dans ce cas, c'est même pas la peine d'aller au magasin. Autant imprimer directement l'assiette quand on en a besoin. Déjà, cette hypothèse reste à voir, parce qu'on ne tend pas vraiment vers ça avec l'impression 3D. Mais admettons. Ensuite, il ne faut pas oublier le coût non monétaire, et pourtant très important dans les pratiques de piratage, le temps. Quand on sait que Amazon ambitionne de nous livrer dans la journée, quand on sait que l'industrie pourra de toute façon produire cette fameuse assiette à moins de 1 centime, et nous proposer un pack vaisselle directement imprimé dans le magasin, voire livré par quelqu'un en vélo pour 50 centimes de plus, ça fera comme la plateforme Steam pour les jeux vidéo ou Netflix pour les séries. Les gens préféreront payer un peu plus cher pour avoir de tout cuit, plutôt que d'acheter une imprimante 3D, s'embêter à trouver les fichiers, risquer de faire des erreurs, etc., etc. On pourrait objecter que certains lieux, comme les Fab Labs, pourraient être l'endroit où on produit en masse des objets piratés. C'est en tout cas la thèse défendue par un article publié dans la Tribune, où on nous dit qu'une étude prédit pour 2018 100 milliards de pertes à cause de l'impression 3D, et enchaîne ensuite sur les Fab Labs comme l'un des risques potentiels. Vu que je bosse dans un Fab Lab, au début j'étais super content. 100 milliards, vous vous rendez compte? On va se faire un paquet de pognon avec tous les gens qui vont venir pirater des trucs. Bon, si c'est pour 2018, il faudrait qu'ils se magnent, hein, parce que là... Les Fab Labs seraient donc destinés à devenir des places illégales, où dans une ambiance enfumée, on s'échange des objets suédois, entourés de gens louches en capuche, qui ne savent même pas se servir d'une souris. J'étais déjà en train d'anticiper l'afflux d'argent, en demandant des devis pour des fraiseuses CNC 5 axes, quand tout à coup je me suis dit qu'un Fab Lab trouvable sur Google, et travaillant avec des médiathèques, des collèges, des entreprises et les mairies du coin, ne serait pas le meilleur endroit pour pirater des objets en masse. Et merde, on va rester pauvre. Ça nous apprendra à travailler avec des gens honnêtes. Le second point est plus intéressant, celui de la marque et de la rareté qui lui est rattachée. Si une entreprise produit un objet design, on ne paye pas uniquement la matière, on paye aussi sa forme, sa beauté. L'objet dépasse son statut utilitaire pour devenir une fonction sociale. C'est un signe de distinction, un objet rare, donc demandé. Ça pose donc la question, comme la musique ou les vidéastes sur YouTube, de la rémunération des créateurs. Déjà, nous sommes dans un monde où les créateurs sont parfaitement bien rémunérés, où on ne demande pas aux designers d'être auto-entrepreneurs plutôt que d'être embauchés, où on ne fait pas des concours à la con pour piquer les idées des gens, où on n'exploite pas des stagiaires pour fabriquer des objets qui seront ensuite vendus hors de prix. Non, on n'est pas dans ce monde-là. Le piratage ou le coût marginal zéro pourrait accentuer ces logiques, créant une précarité croissante des créateurs, n'arrivant pas à vivre de la vente de leur création. Je le rappelle, tout ça ne toucherait pas le high-tech, ou les domaines qui demandent énormément de recherche et développement, parce que ce sont en majorité des objets impossibles à imprimer, ou alors avec du matériel extrêmement cher. Non, ce qui en baverait, c'est les petites boîtes. Les artisans, les designers indépendants, les petits créateurs qui n'ont pas les moyens de protéger leur création. Ça, c'est éventuellement un problème à envisager, qui existe déjà. Non pas par la copie venant des utilisateurs, mais par la prédation d'autres boîtes, qui, elles, comptent sur la toute-puissance de leur cabinet d'avocats. D'ailleurs, c'est plus de la part de ceux qui en ont les moyens qu'il faut s'attendre au plus de piratage. Les entreprises qui copient d'autres entreprises, ça existe déjà. Et finalement, l'impression 3D ne fera qu'accentuer le processus.
On connaît déjà les faux vêtements, les faux sacs, les fausses montres. À ce propos, l'étude citée dans la tribune parle justement de ça quand elle prédit 100 milliards de pertes. Elle montre par exemple la possibilité de créer facilement, via l'impression 3D et le scan 3D, des moules qui serviront ensuite à la production en série d'objets copiés. On est loin des capacités d'un particulier dans son garage, mais plutôt d'une entreprise copiant d'autres entreprises dans un pays où la législation est différente. Ça aurait été bien de le préciser dans l'article de la tribune, mais non. À croire qu'on préfère imaginer le piratage venant d'ados en capuche derrière leur ordi plutôt que d'un type en costard. En fait, j'ai l'impression qu'on prépare le terrain pour taper sur les particuliers ayant une imprimante 3D, quand on constatera qu'il existe des copies imprimées en 3D en Chine d'un produit qui est déjà fabriqué en Chine. Tu le sens venir, le mindfuck? Toujours dans la catégorie des objets qui sont chers malgré le fait qu'ils soient faciles à fabriquer, on peut parler des upgrades ou des pièces détachées. Le marché de la pièce détachée ou de l'option à la con qui coûte un bras pour améliorer un objet est une discipline dans laquelle certains constructeurs excellent. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, j'ai acheté une Xbox 360 Slim. Ma version étant sans disque dur, j'ai dû faire l'upgrade car certains jeux demandaient d'être installés sur la machine, ce qui prend beaucoup de place dans la mémoire. Après quelques recherches, je me rends compte qu'il est impossible d'acheter un disque dur lambda pour l'installer sur la console. Du coup, je dois me rabattre sur les disques durs officiels. Et là, je me dis, et si j'achetais un disque dur d'occasion, donc moins cher, de la Xbox 360 non slim, pour le monter sur la Xbox 360 slim? Or bien sûr, si le disque dur reste le même, la boîte autour n'est pas la même, rendant le disque dur de l'ancienne version non compatible sur la nouvelle version. Qu'à cela ne tienne, j'achète d'occasion un disque dur de Xbox 360 ancienne version, je le démonte et j'imprime un adaptateur pour le faire tenir dans la version slim. Et ça fonctionne très bien. Voici du piratage, mesdames et messieurs. À moins que ce soit plutôt le fait que j'aime pas du tout me faire prendre pour un con, si l'arrivée de l'impression 3D signifie la fin des pièces détachées hors de prix, ou encore la possibilité de personnaliser certaines pièces pour pouvoir personnaliser son utilisation, en quoi ça serait une mauvaise chose? On a balayé pas mal de points, mais il nous en reste un, et de taille. Comment un objet se retrouve numérisé sur Internet pour qu'il puisse être piraté? Ben oui, j'aurais pu commencer par cette question, et on aurait déjà détruit une bonne partie du mythe du piratage des objets. La réponse immédiate serait d'utiliser le scan 3D. Je vous invite à voir mon épisode sur le sujet, c'est pas non plus une solution ultime. Par exemple, mis à part d'avoir des moyens conséquents, il est très difficile de scanner l'intérieur d'un objet. Donc encore une fois, ce sont des objets ayant des formes simples qui pourront être piratés. Encore une fois. Dans tous les cas, nos pirates devront faire du rétro-engineering, exactement comme le fait l'industrie actuelle avec les produits concurrents, et ensuite recréer l'objet en 3D tout en tenant compte des contraintes de l'impression 3D pour pouvoir faire une copie fonctionnelle, exactement comme le fait l'industrie actuelle quand elle s'inspire de la concurrence pour créer de nouveaux produits. Eh mais attends. Oh mon Dieu! Alors, comme ça, on reprocherait aux pirates de faire de l'innovation? De l'innovation par imitation, certes, mais comme 90% des produits sur le marché. Qu'est-ce qui empêche le pirate de modifier légèrement l'objet, ou alors de rajouter une fonctionnalité? Et dans ce cas, c'est une copie, ou alors c'est un nouveau produit? Rien que de le faire dans une matière différente que celui d'origine, c'est pas le même. Du moment qu'il est pas trop con pour mettre la marque dessus, eh ben c'est tout bon. Prenons l'exemple de ce ventilateur. Le principe de ce genre de ventilateur existe depuis des lustres. Il est donc dans le domaine public. La forme ou la couleur associée à une marque peut être soumise à la propriété intellectuelle. Mais on n'est pas obligé d'en faire une copie exacte. Le fait de le concevoir pour être imprimé par un particulier, c'est un exploit qu'aucun ventilateur du commerce ne fait. Même s'il y a inspiration ou copie de certains mécanismes qui sont de toute façon dans le domaine public, le résultat sera un nouveau produit open source. Un open ventilateur si vous préférez. Par souci d'honnêteté intellectuelle, je laisse cette question ouverte. Je ne suis pas expert en propriété industrielle, donc je ne peux pas apporter de réponse claire à ce problème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on pourra en débattre. Bon, je vais m'arrêter là. Vous l'avez compris, le piratage d'objets, c'est un épouvantail, une chimère, une illusion. Le sujet du piratage révèle surtout une incompréhension de la part de certains acteurs, incapables de concevoir qu'on puisse créer des choses en dehors des sphères de la propriété industrielle classique. Cet extrait d'un article des Échos est éloquent. Le site internet Thingiverse met ainsi plus de 15 000 fichiers à disposition, permettant de produire des coques pour iPhone et des presses Citron sans aucun droit de propriété. L'article sous-entend clairement que c'est pas normal, et que c'est ce genre de site qui servirait de vecteur du mal. Déjà, il n'est pas dit qui met à disposition ni pourquoi.
Une simple visite suffit pour constater qu'énormément de réalisations n'existent même pas dans le commerce. Et puis, il y a un brevet sur le presse-citron? Personne ne peut concevoir un presse-citron? On mettrait en péril l'industrie du presse-citron qui fait la fierté de je ne sais quelle localité? Ça m'énerve tellement que j'ai envie de demander à tous ceux qui ont une imprimante 3D d'imprimer un presse-citron. J'ai mis un lien dans la description. Et bien sûr, l'exemple qui revient toujours. Les Lego. Le quasi unique objet facile à copier qui existe dans le commerce et qui est suffisamment populaire pour attirer des hordes de pirates prêts à acheter une imprimante à 1000 € plutôt que d'acheter des boîtes de Lego tout fait. Certes, on peut imprimer des Lego, mais en parallèle de l'explosion du nombre d'imprimantes 3D, Lego n'a jamais autant vendu de Lego, au point qu'il n'arrive même plus à en produire assez. C'est sûr que la menace pour l'industrie va venir du piratage de presse-citron ou de Lego. Avec ça, on va pas être dans la merde les amis, je le sens. Ça c'est mon genou, quand il me fait mal, c'est toujours annonciateur d'une mauvaise passe économique. Heureusement qu'on trouve des bonnes choses au milieu de tout ça, par exemple un article sur Numérama que je vous conseille vraiment, que j'ai mis aussi en description. Ce qu'il faut retenir de ce voyage dans la terreur du piratage, c'est ce qui suit. Le piratage numérique, des films ou des jeux, sont possibles parce que les matériaux de base sont déjà numériques. Ce qui facilite énormément les choses, puisqu'il suffit d'avoir un PC et de savoir s'en servir. Et parfois ça ne suffit pas, certains jeux sont très difficiles à pirater, et certains logiciels spécifiques ne sont même pas piratés, parce qu'il n'y a pas assez de monde intéressé. Ça prouve que le piratage doit être rentable. Sera pirater une œuvre qui soit intéresse énormément de public, soit qui est très facile à pirater. Le piratage d'objets n'est pas facile, parce qu'il faut pouvoir copier l'objet et le reproduire. C'est pas comme un film qu'on copie en 1 heure et qu'on télécharge en 5 minutes. Mis à part quelques cas particuliers comme les Lego, les objets ne sont pas attendus par le public comme un jeu ou un logiciel. Personne ne se rue sur le dernier objet du catalogue suédois. Donc le piratage d'objets devient non rentable dans 99% des cas. Alors bien sûr, il faut que je m'arrête 2 secondes sur la notion de rentable. J'entends ici pas forcément en termes d'argent, même si certains se sont fait du pognon avec le piratage, plutôt l'impact sur le public, dans le but qu'un objet piraté soit diffusé un maximum. Restent quand même les rares occasions où la copie est possible, et dans ce cas on se retrouvera très souvent avec des créations originales. On crée des Lego qui n'existent pas, on copie une maquette d'un vaisseau qu'on apprécie, un objet de jeu vidéo, ou un objet du quotidien vieux comme Hérode. On cherche à réparer les objets ou à les améliorer. Il faut aussi définir si une copie en est vraiment une quand la conception de cette dernière nécessite une refonte complète ou partielle de l'objet original pour correspondre aux contraintes de la 3D et aux envies du soi-disant pirate. Ça ne serait pas plutôt de... vous savez, de l'innovation? Bref, laissez tomber les pirates. Moi j'appelle ça de l'autodéfense citoyenne, de la créativité et de l'innovation par l'usager. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'un consommateur peut devenir autre chose qu'un consommateur, vous avez Internet de retard.